Bonjour la communauté de Star Wars en direct, c'est Aude pour vous guider dans notre boutique. Oh, ce mash-up, il est parfait. Celui-là, c'est un incontournable. This is the way. Il est tout nouveau, tout chaud. Tu vas avoir la classe avec ça. Tous les vêtements sont disponibles dans différentes grandeurs, couleurs et modèles pour hommes, femmes et enfants. Visitez notre boutique et merci de votre soutien. Bienvenue à Star Wars en direct, la voix du fandom Star Wars pour cette édition littérature qui sera consacrée à l'album, j'allais dire, en fait, le numéro 1 de la phase 3 de la Haute République. Mais attention, le petit astérix, c'est que c'est la Haute République, les aventures, bref. Vous aurez reconnu Jean en direct de Vancouver. Ça va bien, Jean? Oui, ça va super bien. Bonjour, bonsoir à tous et à toutes. Bonsoir, Francis. Et toi, comment vas-tu? Ça va très bien, effectivement, je ne m'étais pas présenté. Donc, ici Francis en direct de Québec. Donc, voilà, comme je disais, ce soir, on va parler d'un album qui vient tout juste de sortir. Je crois que c'était il y a quelques jours à peine du côté de la France. Donc, le premier volume de la phase 3 de la Haute République du côté des comics plus jeunesse, là, on va dire, sous-titré Maintenant ou jamais. Donc, on va voir si ça commence bien la phase 3 ou pas. Ouais, c'est ça, on va pas spoiler tout de suite. Écoute, oui, ça va. Si on tombait, avant d'aller dans les WhatsApp, peut-être rappeler notre partenaire littérature, donc Star Wars Littérature Québec. On vous invite à rejoindre le groupe, si ce n'est déjà fait, groupe Facebook. Hein. Donc, à venir discuter avec nous, avec eux, interagir. Ils font quelques podcasts aussi de temps à autre, très intéressants. Entre autres, hein, comme on le dit souvent, mais évidemment, Star Wars en direct, on fait déjà tellement d'émissions de littérature qu'on se consacre uniquement aux sorties où vraiment c'est très, très rare qu'on va faire des rétrospectives, des choses comme ça. Ou est-ce qu'effectivement, si vous voulez discuter des légendes, donc comics, romans et compagnie, c'est probablement la place idéale sur Star Wars Littérature Québec. Oui, en ce moment, là, il chronique, si je ne dis pas de bêtises, les Legends, les livres MedStar. Si je ne dis pas de bêtises. Alors, je ne sais pas si c'est un podcast, je crois que c'est un podcast hein, sur MedStar. Okay. Donc, ouais, si ça vous intéresse. Excellent. Sinon, un petit WhatsApp, là? Oui, alors dernièrement, qu'est-ce qu'on a fait dernièrement au niveau Star Wars? C'est très, très occupé niveau Star Wars en ce moment. Donc, non seulement les audiobooks, on a fait, on a rattrapé en comics la Battle of Jakku, la mini-série en 12, là. Donc, il continue, là, on est au 5e. Voilà, la première partie est terminée, on entame la deuxième. Donc, c'est 3 parties de 4 numéros. Donc là, on est au milieu, enfin, on commence la deuxième. Donc, je t'avoue que je suis un peu sur ma faim. Je reste un peu sur ma faim. On verra comment ça va continuer, mais je trouve ça un peu léger quand même pour le post-épisode 7. Je m'attendais à un peu plus lourd, que ça soit niveau scénario et niveau, surtout niveau dessin. Je t'avoue que les dessins, moi, je n'ai pas conquis du tout, quoi. C'est un peu dommage d'avoir mis ce genre de dessinateur là. Ça manque de panache, on va dire. Ouais, puis écoute, j'ajouterais que tant qu'à être dans le post-épisode 6, j'aurais préféré des liens avec la trilogie Riposte de romans et la trilogie de romans aussi Alphabet Squadron. Complètement. Plutôt que là, c'est pas un gros spoiler de le dire, parce que c'est dès le départ, c'est des liens avec le roman Poe Dameron, donc la gang de passeurs d'épices là, de Kijimi. Bon, c'est ça. Moi, tant qu'à être dans le post-épisode 6, je suis pas sûr que c'était ces personnages-là que je voulais croiser, revoir, etc. Mais bon. Il y a quelques caméos de personnages provenant de la trilogie Aftermath, là, dont c'est pas un spoiler de dire qu'il y a Sloane. Sloane était apparu là-dedans. Ah, ok, ouais, elle était déjà dans la trilogie Riposte. Voilà, c'est ça. Mais bon, c'est vraiment un caméo, c'est pas vraiment. Alors que c'est vraiment des personnages que tu avais envie de suivre. Hein. Sloane, c'est un personnage super intéressant. Voilà, c'est d'autres personnages créés pour l'occasion. Un poil déçu. Mais sinon, en petit Star Wars, en petit WhatsApp, vite fait, j'ai aussi regardé la dernière vidéo de notre ami Punky. Alors, je sais pas si tu connais Punky, c'est un YouTuber / podcaster jeux vidéo. Qu'est-ce que je dis? Jeux vidéo. Il a fait sa dernière vidéo donc sur YouTube. Allez voir. Il va retracer
toutes les péripéties de Factor 5, le studio de développement dans la trilogie Rogue Squadron, notamment sur le portage qui ne s'est jamais fait finalement de la version Wii de la trilogie Rogue Squadron. Voilà, c'est un jeu, une trilogie qui aurait dû sortir sur Wii, le portage des 3 épisodes de la série des Rogue Squadron par Factor 5 et donc qui n'a jamais vu le jour malheureusement. Et donc, il retrace un petit peu cette histoire-là. Donc, il remonte aux origines de Factor 5, de leur création jusqu'à leur mort. C'est un studio qui n'existe plus actuellement. Et donc, il parle d'Indiana Jones, de jeux Star Wars et d'un peu tout ça. Donc, très, très cool d'aller voir sa chaîne. Moi, Punky, je suis un gros fan de ce qu'il fait. C'est un gros fan de Sonic aussi. Donc, je suis un gros fan de Sonic également. Donc, on se comprend. Et pareil, il officie aussi sur la case rétro, qui est un podcast jeux vidéo rétro gaming que j'adore aussi. Donc, bref, si ça vous intéresse, en tout cas, allez visiter sa chaîne, voilà, Punky. Il est connu dans le YouTube game français, Punky. Excellent. Écoute, moi de mon côté, je vais très rapidement mentionner que je suis après finir de Glass Abyss, donc le roman sur Mace Windu, que je sais que tu as déjà fini, que Juliane est aussi en train de le faire, donc ce serait notre prochain roman là, chroniqué à Star Wars en direct. On verra si c'est à la hauteur des attentes qu'on avait. Des attentes, bref. Sinon, Jean, qu'est-ce qu'on avait pour les auditeurs récemment? Alors, récemment, on a pléthore d'émissions. On est très prolifique en ce moment. Star Wars en direct, et fin d'année oblige. Donc, non seulement nous avons un dernier collector où Sébastien Frédéric et leur invité Jean-François Roland de Chronique Vintage chronique ce livre-là des jouets Kenner de 1978 à 85, comme vous pouvez le voir en miniature. Donc, c'est un bouquin sur les jouets collector Kenner qui est sorti récemment. Genre d'encyclopédie, en fait. Voilà. Et donc, l'auteur du livre est parmi nous pour nous en parler. Ça, c'est très, très cool. Ensuite, nous avons... Qu'est-ce qu'on a? Mets-moi la miniature. Là, voilà, oui. Une espèce de WhatsApp, voilà. C'est pas une émission intitulée WhatsApp Star Wars, mais c'est comme tout, quoi. C'est une émission où, donc, Sylvain... il y avait l'invité, donc République, et il y avait un troisième. C'est qui le troisième alors? C'est Sébastien Mignot. Galano, voilà. Ça faisait longtemps que on l'avait pas entendu, Sébastien. Ça faisait plaisir. Donc les trois discutent donc de cette news là. Donc ils ont pris une news particulière et ils ont fait une émission d'une heure dessus sur le cas des super fans. Voilà. Donc Lucasfilm qui embaucherait des des fans de Star Wars pour les aider à développer des films et des projets. Ouais. Voilà. Écoute, je dois dire, mais allez commenter aussi, entre autres, là, parce que leur avis, pas surtout, évidemment, sur la longueur de l'émission, là, ils partagent différents avis, mais en général, sur l'essentiel de cette nouvelle-là, ils ont globalement le même avis tous les trois. Donc, allez en commentaire si vous n'êtes pas d'accord avec eux, partagez tout ça. Moi, par exemple, je serais le premier là, à dire que je ne partage pas, ou en tout cas que je vois un autre versant, un autre côté de la médaille par rapport à ce qu'il disait. Donc, bref, venez interagir, entre autres sur YouTube, justement, c'est là pour ça. Et ensuite, Jean, on avait un Express. Ouais, l'Express, alors ça on me conseille grandement d'aller visionner ça. Donc Sébastien Minot, cette fois, Sébastien québécois, s'est entretenu avec Christopher Ford, le scénariste et showrunner, je crois, de la série Skeleton Crew, ainsi que John Watts, donc, qui est lui réalisateur et showrunner et scénariste également de la même série. Donc deux grandes figures de Skeleton Crew qui s'est prêté à l'interview de Sébastien Minot. Donc excellent. Ouais, c'est intéressant. Ouais, très très intéressant. Donc c'est court, c'est un épisode de moins de 10 minutes, on va dire, mais super intéressant. Comme il a l'habitude de nous offrir, chaque fois qu'une série sort, Sébastien arrive à se débrouiller à trouver des interviews comme ça, express, très très intéressantes. Ouais, et en littérature, notre dernière littérature, c'était le roman Tears of the Nameless, Les larmes des sans nom en français, que nous avons chroniqué en compagnie de notre invité, donc Philippe du Discord, qui nous avait déjà accompagné pour un autre livre de la phase 3. Donc voilà. Donc super critique également. Allez écouter, c'est 1h40 de bonheur. Si vous allez le lire en VO, voilà, allez écouter. C'est un gros roman quand même. C'est un gros roman. Et quand le bouquin sortira l'année prochaine, en mars, en français, allez nous réécouter. Parce que c'est... Et allez interagir avec nous aussi. Nous, on adore ça, les interactions entre commentaires. Voilà. Excellent. Jean, écoute, sans plus de fioriture, je te propose qu'on passe en hyperespace et qu'on attaque le sujet du jour. Right. Oh crap! Prepare to jump into hyperspace on my mark. All right, stand by.
Donc, comme on disait tout à l'heure, on est là pour parler de l'album de Panini qui vient de sortir, donc de la Haute République, Les Aventures. Pour rappel, la série Les Aventures, c'est un peu le format jeunesse, le côté comics. Du côté américain, c'est moins mélangeant hein, parce que c'est du côté de chez Dark Horse, alors que les comics adultes là, sont du côté de chez Marvel. Mais c'est ça, du côté francophone, tout est publié chez Panini Comics. Écoute, déjà, on va souligner les specs. Donc, c'est un album, comme je disais, le sous-titré maintenant Ou jamais. C'est les comics 1 à 5, donc c'est comme 2 arcs là, réunis. L'arc Balade de Tartacville. Et bon, c'est ça, celui qui porte le titre de l'album maintenant Ou jamais. C'est un 16 € pour 120 pages, sorti tout récemment le 19 novembre 2024. Chronologie, comme le reste de la phase 1, on est en moins 229. Au scénario, Daniel Roseholder. Au dessin, Harvey Tolibao et Nicolas Brokenshire en équipe pour les 3 premiers. Et ensuite, on a Elisa Ramboli qui prend le relais pour les 4 et 5. Aux couleurs, tout l'album, c'est Michael Attier. Puis en couverture, c'est Harvey Tolibao qui, je crois, a fait la totalité de la série Les Aventures. Là, autant 1, 2, 3. Ouais, il est taré. Ça, je ne saurais pas dire, mais bref, au moins, c'est constant de ce côté-là, entre, dans le fond, Daniel Roseholder et Harvey Tolibao. Même si on aurait préféré qu'il fasse les 5 intérieurs et qu'il laisse les gens, d'autres gens faire les covers. Quoi, parce que là... ça, écoute, on en discutera. Si tu te souviens, notre première émission sur cette série-là, justement, je ne partageais pas ton avis. Et l'avis, on avait eu aussi Aurélien Vibes de chez Panini Comics. Donc, effectivement, moi, je vous avais exprimé déjà mon grand manque d'enthousiasme pour ce type de dessin-là. Donc, on va voir aujourd'hui si ça se maintient. OK. Écoute, avant de tomber en spoilers, si on donne un petit avis succinct, Jean, comment tu as trouvé en une phrase en mot, moi, j'étais très, très, très content de retrouver ces personnages de la Haute République, les aventures qu'on avait laissé donc après la phase 1. Donc là, c'est le retour aux personnages qu'on connaissait déjà de la phase 1, après cette parenthèse de la phase 2, 150 ans après. Surtout qu'on avait laissé ces personnages-là au tome 3, donc c'était 3 tomes, la phase 1, on rappelle, avec un cliff de fou, quoi. Donc, un cliff de fou, évidemment, donc c'était la chute de l'étoile, et certains personnages, dont certains que moi j'appréciais particulièrement, étaient laissés pour morts, quoi. Donc on les laissait là, et puis bam, voilà, c'était terminé. La phase 1 terminée comme ça, donc là on reprend sur ça, et très très content de le retrouver. Oui, c'est ça, parce qu'évidemment, on a la phase 2, pour rappel, se passait 150 ans avant, là, donc effectivement, c'est comme un cliffhanger qu'on attendait depuis 2 ans, dans le fond. Ouais, facilement. Comme ça. OK, excellent. Tu vois, moi, de mon côté, c'est pas un secret, je n'appréciais pas vraiment cette série-là, mais tu sais, il y avait quand même eu par exemple, justement, la fameuse fin dont tu viens de parler, je crois que c'était monté quand même un 15 sur 20, fait que c'est quand même une bonne note. Évidemment, je prends toujours en compte le fait, comment dire, un peu le public cible, là, dans le sens que cette série-là, à la base, c'est censé être, si tu vas sur les sites des éditeurs, c'est quand même ciblé pour un petit peu plus jeune que les comics du côté de chez Marvel. Fait qu'évidemment, je prends ça en considération, là, je les juge pas, ça dépend toujours du public. Mais c'est ça, personnellement, écoute, mes attentes, je vais dire que mes attentes étaient peut-être trop élevées. Mais je voudrais rappeler quand même, avant d'aborder l'histoire et les spoilers, que tu as raison, on les avait laissés dans évidemment la série de comics, mais dans un sens, le dernier roman de la phase 1, c'était aussi en partie ces personnages-là, dans le sens que le tout dernier roman, c'était un roman jeune adulte, et c'est un roman de Daniel Roseholder. Et on commence à le dire de plus en plus souvent, mais c'est vraiment du Daniel Roseholder-Universe. Oui, c'est ça. Fait que c'est vraiment puis c'est ça, le roman, c'était quand même beaucoup de personnages, et justement, on reprend dans cet album-là carrément certains personnages qu'on a quittés dans le roman, puis il y a eu des changements dans leur vie, fait qu'on les reprend vraiment comme ça a fini le roman. Fait que c'est quand même... Tu parlais du roman? Je parle vraiment Midnight Horizon, en français, c'est Horizon funèbre. Voilà, c'est ça, ouais. Que je viens de lire d'ailleurs cet automne, là, en français, que j'ai relu. Et alors? Deuxième avis?
Et ben, je maintiens mon avis de l'époque. C'est une grosse déception. Que, voilà. Il nous a déçu, je crois, il a déçu un peu tout le monde, ce bouquin-là. Oui, effectivement, je pense que oui. Mais c'était pas. C'est ça. Moi, c'est l'auteur. Mais... C'est l'auteur. Bref, que ce soit en roman ou en comics, j'ai beaucoup, beaucoup de mal avec cet auteur-là. On en reparlera plus tard dans l'émission. J'ai quelques exemples d'ailleurs à donner. Okay. Si je te demandais de nous faire un petit résumé, Jean? Ouais. Et pour rappel, c'est ça, on va spoiler. Là, donc, évidemment, si vraiment vous avez hâte de lire ça, vous ne voulez pas être spoilé, ben, mettez ça sur pause et revenez écouter après. Oh, je voulais juste parler des auteurs vite fait. Tu veux faire ça maintenant ou après, du coup, on va faire... Juste histoire de rappeler un peu ce qu'ils ont fait, parce que bon, c'est que bon là on parlait de Daniel Roseholder, mais faut dire que alors on l'apprécie pas des masses, notamment en roman, hein, surtout en roman qui pêche beaucoup, parce que non seulement tu disais le young adulte, vous n'avez pas emballé, mais il avait fait d'autres, il a quand même fait des livres jeunesse, donc Crash from, c'est quoi, Race from Crash Point Tower là, de la phase 1, qui n'était pas trop mal celui-là, tu vois. Exact. Le Escape from Valo, je ne sais pas si toi tu l'as lu de la phase 3. Oui, j'ai fini par le lire sous votre recommandation à toi et Philippe. Lors de l'émission qu'on avait faite ensemble, là, vous m'aviez convaincu et je ne peux pas dire que j'ai. C'était pas mauvais. C'était pas mauvais, mais ouais, c'est ça. C'était pas au niveau de d'autres. Mais c'est vrai que c'était meilleur que les précédents là, de Justin Harlan. Ah, ok. Ah oui, tu avais quand même bien plu. Donc, ouais, non, Escape from Valo, c'était pas mal. J'avais bien aimé. Mais c'est surtout, moi, pour ces deux œuvres suivantes qui sont donc les mangas, Un équilibre fragile. Donc, il a participé pour les tomes 2 et 3, je crois. Et le prologue de la phase 2. Et sur la mini-série Trails of Shadow, la mini-série de comics de la phase 1 aussi. C'est deux séries, le manga et le comics, où il avait fait un super taf, je trouve. C'est vrai, cet album-là, effectivement, j'avais bien aimé. Celui-là était du côté de chez Marvel, donc ciblait vraiment là, un autre public, ou en tout cas, c'était un peu roman noir, policier, enquête. Bon. Fait que. Qui n'est pas sorti en France d'ailleurs, parce que j'ai pas de traduction en français là. Ouais, c'était. Ah si, elle est sortie en France, tu l'as. Oui, ça fait longtemps. Là. Ça a sorti dans la chronologie que les autres. Là. Donc, parce que des personnages qu'on va entrevoir encore une fois. Là, fait que, ici, comme je disais, c'est le Daniel Rosé Universe. Oui, il réutilise vraiment là. Voilà, en disant ça, Francis, il veut dire qu'il réutilise beaucoup de ses personnages à lui, de ses œuvres à lui. Quoi. Donc, même s'ils n'ont aucune place dans l'histoire. Comme là, par exemple, la fameuse détective privée. De la série dont tu parlais, Trails of Shadow, c'était Colin, j'ai le nom. Le nom, ouais. Mais bref, elle est présente dans cet album-là, mais en fond. Oui, voilà. Elle ne fait qu'apparaître comme décor, on va dire. Bref. Et pour le dessinateur, donc Tolibao, tu mentionnais Hervé Tolibao, donc un dessinateur filipino, qui revient sur la phase 3, parce qu'on se rappelle, la phase 2, il avait fait quelques numéros, mais il n'était pas le plus présent sur la phase 2. Il avait laissé sa place à Tony Bruno, si tu te rappelles bien. Ouais. Et là, donc, il revient, et Tolibao... J'ai retrouvé le nom, c'était La Piste des Ombres, voilà. Ah, La Piste des Ombres, exactement. La Piste des Ombres, à qui j'avais donné un 85%. Donc c'est trop bien, ça. C'est vraiment excellent. Et oui, donc Tolibao, donc, qui dans Star Wars n'a pas fait grand-chose, hormis donc, cette série La Haute République des Aventures. Il a fait un petit peu de KOTOR à l'époque du Legends. Donc. Okay. Mais à part ça, il a plus acté. Après, il a un CV long comme le bras. Hein. C'est un dessinateur très, très, très prolifique. Hein. Et il a fait beaucoup de... Je ne sais pas si tu connais les Grimm Fairy Tale, c'est des séries, donc c'est publié chez Zenoscope, la maison d'édition. C'est une petite maison d'édition qui est beaucoup moins connue que les classiques IDW, Dark Horse, Image, tout ça, quoi, Boom. Donc ça s'appelle Zenoscope, et en fait, il reprend des héros de contes, genre Le Petit Chaperon Rouge, ou même La Belle de La Belle et la Bête, Alice d'Alice au Pays des Merveilles, tout ça. Même Van Helsing ou Robin Hood version féminine, en mode pin-up, tu vois, qui va combattre des monstres et tout. Okay. C'est assez intéressant. Moi, je lis certains, notamment Alice. Ça doit avoir un style, effectivement, ta curiosité. Ouais. Mais en tout cas, il est très bon sur ça aussi. Et tu l'avais dit, il y a deux autres dessinateurs, donc Nick Brokenshire, qui, pareil, il est là en support, on va dire, qui aide... un style 100% différent. Ah ouais, complètement différent. Ouais. On le verra, c'est surtout sur des flashbacks qu'il officie, donc c'est pas mal. Enfin, moi, je préfère que ça soit ça que genre
l'histoire coupée en deux avec deux dessinateurs différents. Là, ça a quand même un Ouais. sens vite fait. Et pareil, c'est un dessinateur ultra prolifique, hein. Il a fait énormément de Star Wars, notamment. Il a fait beaucoup de jeunesse. Il avait fait du Dark Horse pré-rachat Disney, déjà à l'époque. Et puis il a fait du IDW quand Disney a racheté Marvel et Star Wars et tout le bazar. Et quand la jeunesse, les comics jeunesse sont revenus chez Dark Horse là récemment en 2021, 2022 là, il y est resté aussi. Donc il a fait genre les Hyperspace Stories en même temps que les Star Wars Adventure par exemple. Il a fait les Castle of Vador's Castle et les Tales from the Rancor Spit, tu vois. Enfin, il a fait vraiment les deux maisons d'édition, tu vois. Donc c'est rigolo. Mais voilà, il y a énormément de crédits dans les jeunesses de Star Wars en tout cas. Et Elisa Romboli, elle n'a pas fait grand-chose sur Star Wars, à part ces 2 numéros. Il a fait juste ces 2 numéros de la phase 3 de la Haute République. Mais voilà. Donc, on va voir si on va la revoir, puis on donnera notre avis sur son style un peu plus tard en émission. Fait que si justement je te demandais de résumer, là, c'est sûr que comme je disais, c'est 2 arcs, là, entre guillemets. Mais vas-y les 2 ensemble. Là, fait que vraiment les 3 premiers, puis enchaîne tout de suite sur les deuxièmes. Petit rappel sur la fin de l'arc de la phase précédente. Donc on retrouve Zin Marla, c'est une Nikienne, hein, cette race alien là, avec des couleurs de peau toutes très colorées, très variées, et surtout une chevelure à la méduse pleine de tentacules là, pour les cheveux. Ouais. Donc Zin, qui avait rejoint les Jedi suite au tome introductif de la phase 1, hein, elle avait vécu avec eux durant toute la phase 1 à travers les 3 tomes de la Haute République des Aventures, phase 1, donc les aventures avec nos amis Jedi. Elle avait rejoint donc les Jedi, elle était force sensitive, hein, si je me rappelle bien. Ouais. Et donc suite la chute de Starlight Bacon et la perte de sa meilleure amie, donc c'était Lula Talisola, elle qui faisait partie des Jedi, Zin avait quitté l'ordre pour vivre ses propres aventures. Donc voilà. Donc là on retrouve Zin chanteuse dans une cantina sur Eriadu. On retrouve aussi Kort, qui était un autre pote Jedi là, de leur groupe à eux, là, de jeunes Jedi, qui est là aussi avec elle. On rappelle Kort, c'est le Jedi qui était muet à la base et qui portait cette espèce de crâne constamment sur lui. Ouais, comme une tête de crabe sur la tête. Là. Voilà. Et il y avait un arc dans la phase 1 justement où il perdait ce crâne et il commençait à s'ouvrir, à être un peu plus sociable, on va dire. Donc c'était intéressant ça. Et donc Zin, qui elle, donc chanteuse dans la cantine, et Kort vont partir les deux pour une mission sur Brakront, je sais plus trop quoi, la planète, une planète, pour aider un groupe de Mikiens, donc la race de Zin, à se battre contre une force Nihil menée par un certain warlord du nom de Tartakville. Et donc la grosse baston, et surprise, cliffhanger de fin numéro 1, Tartakville est en fait Lula, qui a donc survécu au crash de la Starlight Beacon, mais qui ne se rappelle rien, qui a perdu la mémoire après le crash, quoi. Donc, ensuite, retrouvailles émouvantes. Vous avez l'impression qu'on vient de vous résumer un soap opéra d'après-midi des années 80, voilà. C'est ça. Le personnage amnésique qui est devenu une méchante, mais bon, on verra si elle reste méchante très longtemps. Voilà. Non, pas vraiment, parce que des numéros suivants. Donc après d'émouvantes retrouvailles, Zin veut ramener Lula sur Coruscant, mais comme c'est la chef locale des Nihil, les Mikiens, elle veut pas les laisser s'échapper. Les Mikiens, ils veulent la capturer. Donc encore une fois, pas mal de bastons pour cette fois échapper aux fameux Mikiens. On récupère Kort au passage, et voilà, notre trio quitte la planète en direction de Eriadu. Donc voilà, on retourne sur Eriadu. Oui, j'ai dit Coruscant, mais c'était Eriadu. Hein, donc ils veulent rentrer sur Eriadu. Lula retrouve donc petit à petit la mémoire. Elle se rappelle notamment du visage de Krix. Krix, qui est l'ancien ami de Zin, hein, qui est lui devenu Nihil, qu'on avait vu ça dans pareil dans la phase 1, dans les 3 tomes de la phase 1. Exact. Elle retrouve également Maître Katam, donc qui était son maître Jedi, hein, avant qu'elle quitte l'ordre suite à la chute de Starlight, et qui va permettre à Lula de repratiquer le sabre laser, le combat au sabre laser. Le groupe va vite devoir repartir en mission pour intercepter un vaisseau prison, et ça, tu disais, c'est l'entame du 2e arc. Donc, dans le premier arc, c'était un peu la récupération de Lula, les retrouvailles, et puis là, donc, c'est la mission avec Lula sur le vaisseau prison. On commence le numéro briefing de mission. On aborde le vaisseau prison, et donc le sauvetage de prisonniers. La mission principale sera de sauver tous les prisonniers d'un vaisseau Nihil qui sort de l'occlusion zone, la zone d'occlusion Nihil. Parce qu'on le rappelle, hein, on a toujours le Stormwall, la zone d'occlusion Nihil, tout ça est toujours mis en place. On est dans la phase 3, donc ça est toujours là.
Et parmi les prisonniers de ce vaisseau prison, on retrouve notamment Farzala. Donc ça, c'est un perso un peu Osef que j'ai marqué là, de la phase 1, encore une fois. Pas vraiment marquant. En fait, il était souvent en équipe avec Kort. Là. Voilà. C'est une espèce d'alien bleu là, qui nous avait pas vraiment plus marqué que ça. Mais par contre, on retrouve Bucket of Blood, lui, qui nous avait vraiment tapé dans l'œil. Ce fameux... Oui, fait que bref, beaucoup de personnages qu'on croyait morts ne le sont finalement pas. Donc, voilà. Est-ce qu'on est surpris? Bon. Donc voilà. Donc là, tous les deux sont parmi les prisonniers des Nihil dans le vaisseau prison. Là. Et donc l'ensemble des prisonniers vont se faire tester par un certain Nif Drendon Pruk. C'est le grand méchant Nihil scientifique là, avec ses bébés nameless. Et heureusement, les Jedi et la défense, alors ils appellent ça la force de coalition, enfin la Defense Coalition de la République, donc c'est un genre de groupuscule armé de la République, allié aux Jedi, qui arrivent et qui vont les sauver à temps, juste à temps de se faire tuer par les Nameless. Et donc la baston, encore une fois, dernier numéro, le chef Nihil, donc c'est le Warden, c'est un peu le gardien de la prison, désactive l'espèce de dôme c'est un espèce de dôme plasma sur le vaisseau, qui a même l'espace, du coup, qui va libérer tous ces prisonniers à même l'espace, donc beaucoup vont y périr, on imagine, mais les Jedi, notamment Bucket of Blood et Farzala, vont aider au plus vite les plus jeunes Jedi avant de geler dans l'espace. Et heureusement, les Jedi et la force de coalition vont arriver à sauver tout le groupe. Et en même temps, un groupe mené par Zin et Lula vont aborder ce vaisseau prison pour prendre le vaisseau. Grosse baston à l'intérieur également. Et tout est bien qui finit bien. Bon, le grand méchant Nihil, le Warden, le gardien du vaisseau, va réussir à s'échapper. Mais en gros, tous les prisonniers vont réussir à être sauvés. C'est un peu gros quand même. On en parlera de cette conclusion. Donc, mission accomplie, les prisonniers sont sauvés, et le vaisseau Nihil est au final détruit. Retour sur Eriadu, et voilà, tout est bien qui finit bien. Voilà comment termine ce tome. Voilà. Oui, écoute, attaquons avec l'histoire pour commencer. Bon, écoute, déjà, les 3 numéros de retrouvailles. T'as pas aimé? Moi, en fait, là, parce qu'évidemment, hein, tu sais, dans tout, quand on a des attentes, évidemment, on peut être déçu. En tout cas, c'est toujours mieux d'avoir des attentes basses pour... là, il faut croire que même malgré l'auteur, malgré l'historique de cette série-là, mes attentes, il faut croire, étaient encore trop hautes. Parce que dès le début, quand la série a recommencé là, pour la phase 3, je n'en revenais pas. Plus tard, il va y avoir quelques développements intéressants. Là. Mais pour cet album-là, pour les 5 premiers numéros, je trouve que c'est n'importe quoi. Écoute, chaque fin de numéro se conclut par des gros câlins. Ah, moi j'adore. Les gens qui se sont retrouvés. Bon, évidemment, le premier numéro se termine avec une grosse embrassade parce que tantôt, tu as dit meilleur ami là, de Zin. Mais on ne se le cachera pas depuis le roman dont je parlais tout à l'heure, Midnight Horizon, là, Horizon Funèbre, et depuis la fin de la phase 1. Ce n'est plus des amis, là, c'est un couple. Et bon, je sais que toi, tu aimes beaucoup l'histoire de couple. Moi, j'aime bien quand ça vient ajouter quelque chose, évidemment, à l'intrigue. Ce que je ne trouve pas du tout. Écoute, je continue de penser que le seul intérêt de ce fameux couple-là, c'est, encore une fois, pour Daniel Roseholder, de passer un message à la jeunesse américaine de, voilà, vous voyez, nos héroïnes sont homosexuelles. Yeah! On a coché des cases dans un formulaire EDI, donc diversité. Wouhou! Alors, on va pas du tout. Alors, ça va clasher ce soir, on sera pas d'accord. Ça change. Mais pour revenir sur quand je disais l'histoire de câlin, c'est qu'il va en avoir aussi 3 autres. Donc, après, ça, c'est le premier numéro. Deuxième numéro, ils vont retrouver Kort, ça se finit en gros câlin. À la fin aussi, avec Bucket of Blood, ça se finit en gros câlin. Donc là, tu te dis, bon, OK, c'est ce qu'on a compris, là. Écoute, il y a ça. Il y a ce que je dénonce depuis le début de cette série-là, c'est qu'il y a tellement de placotage. Donc, tu m'as appris tout à l'heure que c'était un mot peut-être un peu québécois. Mais bref, il y a tellement de discussions. Puis Ça, c'est vrai. Ça, je suis d'accord. C'est un petit peu moins pire dans certains des numéros plus action. Mais c'est vrai que ça parle beaucoup. En général, cette série-là manque complètement, à mon avis, son public cible
par cet aspect-là. Donc, beaucoup trop de dialogues. Parce qu'en plus des dialogues, un des concepts de cette série-là, depuis le début, depuis le premier numéro, c'est d'avoir aussi les pensées des personnages, surtout de Zine et de Lula, et de l'autre, le méchant, mais qui n'est pas présent ici. Donc, en plus des dialogues, on a leur pensée intérieure. C'est ça, ça vient juste en ajouter. Fait qu'il y a ça, il y a l'histoire de prison dans laquelle il y a plein de survivants de Jedi, alors qu'au niveau des histoires plus adultes, on va dire, le Marchion Ro, puis je trouve que ça s'inscrit extrêmement mal dans ce qu'on a dans le reste de l'histoire, que ce soit de la Force 3 ou en général, là, de Marchion Ro, qui laisserait des prisonniers Jedi dans une prison au milieu de nulle part, en tout cas. Alors que, tu sais, dans les romans, tu comprends que les prisonniers Jedi, c'est comme vraiment, c'est lui qui est là, personnellement en charge. Mais ils ne savent pas que ce sont des Jedi, justement. C'est pour ça qu'ils seront là pour tester. Pour tester avec le Nameless, pour savoir si justement il y a des forces sensitives dans le tas, mais ils ne sont pas censés savoir. OK, ben, tu vois. Sinon, le concept, par contre, je dois dire, le concept de l'espèce de prison, comme tu disais, là, que on va dire l'espèce de cour intérieure, où tu sais, quand les prisonniers sortent à l'extérieur de leur cellule, ben, c'est ça, ils sont dans le vide de l'espace, protégés uniquement par un bouclier, qui justement peut être interrompu n'importe quand. Donc, ça, j'ai trouvé qu'il y avait une petite originalité là. Mais écoute, c'est ça. Là, je sais que tu veux réagir à certaines choses. Là. On pourra reparler aussi de cette espèce de méchant-là, d'alien qu'on va revoir plusieurs fois. Ouais. Le Warden, le fameux gardien. Ouais, voir comment tu l'as trouvé. Mais bref. Mais si tu veux, on peut revenir là, à l'histoire de Zine et Lula. Oui, ben écoute, ok. Ben non, mais je comprends tout à fait ton point de vue. Hein. Ben, je me rappelle que tu n'avais pas vraiment accroché l'histoire de ce groupe de personnages déjà dès la phase 1. Donc, bon, je m'attendais à ce que vu que c'est vraiment dans la continuité, je m'attendais à ce que si tu n'avais pas accroché déjà, ça allait tiquer. Ben écoute, moi, c'est un peu l'opposé. J'ajouterais, là, j'ai presque préféré, parce qu'on les a aussi, ces personnages-là, dans le roman. Que je parlais tout à l'heure, le Midnight Horizon, mais on les avait aussi dans des romans jeunesse, par exemple. Tu mentionnais tantôt le deuxième jeunesse de la Haute République, c'était Race from Crash Point Tower. En français, c'était La Tour des Trompes-la-Mort. Donc, c'est ça, je trouve que dans les romans, c'est déjà un peu mieux. Les personnages sont plus intéressants, même si c'est le même auteur, là, que dans ces BD-là, que c'est ça. Je suis désolé, j'arrive vraiment pas. Rappelons que c'est dans cette fameuse série-là qu'à un moment donné, il y avait, je pense que c'était pour un Free Comic Book Day ou je ne sais plus trop, un annual, mais il y avait une course annuelle dans l'intérieur du flambeau stellaire où est-ce que c'était le bordel total. Tu te dis, ils vont tous se blesser. Et puis les Jedi, c'est ça, c'est une méga course. C'est pas une course avec des règles, là. Une course, tu sais, free for all, qu'on se met par-dessus l'autre, tu sais, comme dans une panique d'évacuation d'une alerte à la bombe. Là, alors qu'on était en pleine crise avec les Nihil, quoi. Ouais, non, alors, c'est ça. Là. J'aime beaucoup la série La Haute République des Aventures, mais je dois avouer que ce numéro-là, non, il m'avait tiqué. Même là où il commence à baker le bake-off spectaculaire aussi. Là. Ouais, celui de cuisine, là, on fait des gâteaux. Là. Ouais, ça aussi, ça m'avait. Après, je veux bien, c'est des comics dédiés à la jeunesse, ok, pourquoi pas, mais là, c'était quand même un poil too much. Mais c'est vrai que tu mentionnes le fait que la cible est peut-être manquée sur ce coup-là, parce que je me suis fait la réflexion, encore une fois, en relisant ce tome 1 de la phase 3. Il est extrêmement verbeux, et même si tu disais il y a pas mal de phases d'action, il y a énormément de l'action, mais énormément de bulles de dialogue également. Donc, effectivement, faut vraiment plus jeune adulte que adolescent, parce que les adolescents, ils vont déjà. Les enfants, encore moins. Encore moins, oui, non, complètement. Alors que c'est supposé être, tu sais, quand tu regardes les âges ciblés là, sur les sites des éditeurs. Malgré ça, niveau scénario, je dois avouer que j'ai beaucoup. Alors, comme j'aime beaucoup les personnages à la base, et notamment la relation Lula-Zine qui a évolué, donc tu disais d'amitié en romance, moi c'est un truc que j'avais beaucoup aimé, c'était un point fort et que j'avais noté dans Midnight Horizon notamment, et notamment leur séparation, dont on voit
des rappels ici et là. Ici, Daniel Roseholder nous rappelle de temps en temps avec quelques cases les derniers instants sur Corellia, notamment, parce qu'on se rappelle ce roman se passait entièrement sur Corellia. Ouais. Et donc là, il y a une splash page en plus que je trouve magnifique, avec les dessins de Tolibao. Il faudrait que je la retrouve, la planche. Donc, il rappelle ça. Il y a aussi des rappels en début de tome où quand tu vois donc Zin chanter devant une audience, donc avec des hologrammes. Attends, tiens, je te mets la planche là. Voilà. Donc ceux qui ont l'image. Des hologrammes de personnages qui ont disparu, alors qu'ils sont morts ou portés disparus suite à la chute du flambeau. Donc tu vois Stellan Gios, tu vois Orla Jorani. Donc ça j'ai bien aimé ce rappel-là, parce que ça fait, comme tu disais, presque 2 ans que ces personnes ont disparu. Donc, tu sens que le premier numéro et peut-être les 2 premiers numéros sont vraiment là pour recontextualiser après la phase 2 qui était 150 ans avant. Hein. Donc là, c'est pour rappeler où est-ce qu'on en était. C'est ça. Et tu dirais quand même, il y a quand même des personnages principaux importants, tu vois, qui sont morts, quoi. Donc du coup, c'est assez marquant comme phrase. Et donc du coup, je vais revenir sur ça en fin de tome, quand justement on verra que la moitié sont encore vivants. Donc ça me saoule. Vraiment, ça me gonfle, mais vraiment. Mais hormis ça, moi j'ai bien aimé effectivement le côté romance Lula Zin, c'est quelque chose moi, que j'apprécie énormément. Et je t'avoue que toute cette mission là, quand elle part sur la planète, aider les Mikiens, et que, alors déjà je trouve le costume de Lula en Nahil mais ultra stylé, je trouve ça magnifique. Oui, tout à fait. Et la révélation. On va le mettre à l'écran là, parce qu'on l'a sur une couverture, là, donc c'est vraiment une espèce d'armure, casque qui lui cache le visage justement. Qui fait penser énormément à Magneto, le casque de Magneto. Oui. Même, quoi. Bref, et la révélation, elle arrive très très vite en fin de numéro, mais voilà, les retrouvailles Lula Zin, je t'avoue que, alors moi j'ai pas du tout pensé au quota lesbien, machin, moi je m'en fous du tout. Non, plus à cette étape-ci, là, dans le fond, l'histoire est déjà, ce que je disais tout à l'heure, c'était plus c'est pas surprenant, à l'époque, on va dire, là, puis avant le roman aussi, parce que tu l'as dit toi aussi, dans le roman, évidemment, les personnages sont beaucoup plus développés. Leur pensée, c'est plus développé aussi. Donc, justement, dans le roman, c'est là que ça se concrétisait. Oui, voilà, c'est ça. Mais on le sentait venir dans les comics, où est-ce que là, dans les comics, je trouvais que c'était vraiment hors propos total. Où est-ce qu'effectivement, là, dans le roman, il y a une logique. Là. Mais ça se conclut quand même que, tu sais, ils sont en train de se battre à mort. Il y en a une qui est amnésique et on comprend qu'elle ne se souvient pas du tout de Zin. Lula, et malgré ça, ça va se conclure sur la page suivante, c'est les grosses embrassades. C'est une chance que Lula ne l'a pas transpercé. Je sais pas, moi je trouve ça mignon, et justement, là tu vois, ils avaient ces fameux hologrammes, donc des espèces d'enregistrements que les deux s'étaient envoyés, donc là c'est pareil, c'est en lien au roman, et moi je trouve ça ultra romantique / tragique, tu vois, parce que Lula était censé crever, quoi. Puis voilà, à l'époque de la phase 1, tu avais donc ce dilemme de Lula qui a des sentiments, mais qui est Jedi. C'est plus ça qui m'intéresse, plus que vraiment la relation hétéro-homo, je m'en fous, moi c'est vraiment la romance qui m'intéresse. Et justement, le côté tragique du truc, moi j'adore les romances tragiques, et je trouvais ça beau, quoi. Donc ça me plaisait bien. Donc revoir ça là, voir la conclusion de ça, donc sachant que donc Lula, voilà, cette aventure post-Starlight, son trauma l'a fait dire que les Jedi c'est plus vraiment pour elle, donc elle va décider de quitter l'ordre. Elle a pris sa décision pour pouvoir vivre avec Zin, et voilà. Moi ça me fait plaisir, quoi, une petite romance comme ça. Mais bon, il n'y a pas que ça. Moi j'ai beaucoup aimé aussi donc tout ce qui est lien avec Krix, par exemple, tu vois. Donc il y a des flashbacks post Starlight Beacon, donc tu apprends comment Lula a réchappé au crash, comment elle a trouvé cette armure là, comment elle s'est décidée de devenir Nahil comme ça, parce qu'en fait elle avait plus que ça, quoi, et puis elle a pris des morceaux d'armure, dont certaines qui appartenaient justement au fameux Krix, pour pouvoir essayer de monter une espèce de persona, pour pouvoir un petit peu passer inaperçu, et voilà, donc devenir une espèce de Nahil assez stylé, je dois dire, quoi. Et ouais, donc moi le scénario m'a beaucoup plu. Il y a quoi d'autre? Voilà, dès le numéro 3, il y a énormément de caméos du Holderverse, comme on l'appelle. Donc, tu parlais de la détective musicienne là, qui fait équipe avec Emmerich dans Trial of Shadows. On a aussi Crash, qui est l'héroïne du roman Midnight Horizon, justement, qui est là. Tu as la chanteuse Zvino aussi, qui est très présente dans le roman. Voilà, elle s'appelle Sian Holt, la détective musicienne. Voilà, Sian.
qu'on avait beaucoup aimé. Donc, c'est des petits caméos. Et je dis, ah, c'est cool, qui ramène ces personnages à lui. Mais Ouais. je dis, ah, ouais, pourquoi pas, tu vois. Donc, Il y a très bien. Crash qui va avoir un peu plus de développement aussi par la suite. Là, mais, Voilà, dans les tomes suivants. Et j'ai beaucoup aimé aussi, il introduit un personnage de Nautolien. Alors, ça se rappelle, les Nautoliens, c'est comment? Kit Fisto, c'est ça, le Jedi, si j'ai pas de Ouais. bêtises. Les grosses. Donc, Alors là, c'est une race aquatique là, avec des tentacules. mandibules sur la tête verte. Voilà. Là, ouais. Les tentacules, mais plus épaisses que celles des Mikiennes. Donc, Ouais. voilà. Encore une fois, on en parlait pour Tolibao. Je suis sûr qu'il a demandé à Color. Ouais, il fait exprès, il veut dessiner des tentacules, il adore. Et je trouve son introduction assez intéressante. Alors, il a un petit rôle, il s'appelle comment? Il s'appelle Argomon. Il a un petit rôle dans l'histoire, mais voilà, je trouve très stylé. Voilà, attends, vas-y, je te mets une image parce que ça me fait plaisir. Voilà, c'est ce fameux Nautolien là qui va aider nos amis Jedi à passer à travers, ou non, qui va passer à infiltrer la prison, voilà, qui va participer à la mission. J'ai bien aimé l'introduction de ce personnage-là. Il y a quoi d'autre? C'est des petits détails après. L'antagoniste, voilà, tu parlais de. Alors, Nif Drendo, là, le chauve avec son Nihil qu'on voyait sur la couverture. Attends, je m'enlève là. Lui, il était déjà présent dans plusieurs romans de la phase 3, avec notamment c'est Nameless, tu vois, donc voilà, exactement celui que tu nous montres à l'instant. Donc, assez classique, hein, le méchant, très méchant, scientifique, chauve, avec les yeux rouges, machin. Mais moi, c'est plutôt l'autre, voilà, qu'on voit à ses côtés, là, sur la couverture. Donc, le Warden, le fameux gardien. J'ai trouvé très, 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 très cool, tu vois, une espèce de troll. Son design m'a beaucoup plu, avec des espèces de dents, une bouche ventouse, tu vois, avec des dents, c'est pas vraiment deux mâchoires supérieures et inférieures, c'est vraiment des dents tout autour, non. Je trouve ça rigolo, j'aimais bien son design. Encore une fois, t'es trollesque, très Lord of the Rings-esque. Voilà, donc une introduction de personnage assez intéressante. Encore une fois, un design assez stylé. Très heureux à la fin de retrouver Bucket of Blood. Ouais, moi aussi, écoute, parce qu'on plaint que les personnages survivent, mais c'est vrai que c'est un personnage qui était très, très cool. Donc, voilà, on l'a mis, c'était un peu notre fan favorite de cette période-là. Mais très déçu aussi de retrouver les autres, quoi, Farzala, les autres, les jeunes Jedi, les Younglings. En fait, ils sont quasiment tous là. Et quel dommage, parce que justement, le début de tome t'introduit ces personnages en hologramme, on dirait, on en a perdu pas mal, dont des Padawans, tu vois, mais des Padawans, ils sont passés quand même, c'est triste. Eh bien non, ils sont là, ils sont tous là à la fin, donc t'es la merde. Un peu dommage, quoi. Et tu vois, c'est ça m'amène, écoute, j'en profite pour faire la transition, puis revenir sur l'aspect Zin et Lula. Justement, si Lula n'avait pas survécu, ou tu sais qu'on avait eu droit à beaucoup de numéros sans elle, puis que Zin la cherche, ou tu sais, est en peine d'amour à cause de tout ça. Tu vois, c'est toutes des choses qui auraient, pour moi, donné un contexte, donné un propos à cette relation-là, ou à cette amourette-là, etc. Ou est-ce que là, tu vois, c'est ça, là, comme le personnage de facto est encore là, c'est ça, c'est que l'utilité de cette relation-là, c'est pas le fait que ce soit deux femmes, là, ça, a priori, c'est ça, si on connaissait pas l'auteur, si on connaissait pas l'agenda politique de Daniel Rose Order, parce que ça remonte à son premier roman Star Wars. Dès le départ, il avait très, très bien fait comprendre à quoi s'attendre. Fait que bref, au-delà de ça, c'est ça, moi, c'est juste l'inutilité de tout ça et le temps mis là-dessus où est-ce qu'on développe absolument rien d'autre. Parce que là, c'était ça dans la phase 1, c'est ça dans la phase 3 et ça va être encore, ça continue. Ou est-ce que quand on attaque d'autres personnages, là, tu vois, j'ai beaucoup plus d'intérêt. Déjà, le personnage de Crash qui réapparaît, qui apparaît, c'est-tu la première fois qu'on la voyait en image? En image, c'était un one-shot dans la phase 1, mais là, en tant que personnage principal, ça va être ça. La première fois. Et personnage de Daniel Rose Order, donc que je trouve quand même intéressant. Même chose avec Ram Jomaram, en tout cas, j'arrive jamais à me souvenir de son nom de famille, mais qui justement va revenir, si on peut dire, sans trop spoiler, là, mais dans les numéros postérieurs à ceux-là. Fait que tu vois, c'est ça. Il y a quand même certains personnages que là, je trouve leur arc puis tout ça un peu plus intéressant. Entre autres, Zin, justement, je la trouve beaucoup plus intéressante que Lula. Justement, tu vois, moi, c'est un personnage que je trouve intéressant, mais c'est ce qui construit avec que je trouve un petit peu dommage. Parce que, pour rappel, tu l'as dit au départ, mais c'est un personnage qui est force sensitive, là, donc qui est très connecté à la force, mais qui, dès le départ, est
pas vraiment. Personne ne lui propose de rejoindre les Jedi ou ils la gardent comme équipière, on va dire. Là, Oui, ils voilà. acceptent qu'elle fasse équipe. Mais puis bon, on ne se cachera pas, on a l'impression qu'Yoda l'utilise pour atteindre Krix. Là. Ouais, voilà. Non, elle est trop vieille pour être Jedi, non? Ben ouais, c'est ça, il y a cet aspect-là, mais tu sais, ça pourrait donner lieu à toutes sortes d'histoires intéressantes, là, que ce soit côté obscur ou peu importe. Là, justement, un personnage très connecté à la Force, mais qui ne devient pas un Jedi, qui utilise beaucoup, évidemment qu'il n'y a pas de sabre laser, tout ça, qui utilise beaucoup des pistolets, là, des blasters. Fait que, bref, c'est ça. Écoute, moi, je trouve un petit peu de gâchis. Puis je voudrais quand même mentionner que c'est pas tant, comment dire, le fait que c'est jeunesse. Là. Tu sais, effectivement, les séries, les aventures, que ce soit celle de la phase 1 ou de la phase 2, j'ai trouvé ça vraiment moins bon que ce qu'on avait en à côté. Tu vois, je les ai sortis justement pour rappeler je vais le mettre un petit peu en plus gros là, pour ceux qui nous écoutent en vidéo. Donc, c'est quoi le monstre du pic du temple en français? Donc, que j'avais trouvé très intéressant, qui est aussi du... non, celui-là, c'est du Cavan Scott, au lieu du Daniel Rose Order, tu vois. Oui. Et, celui-là, c'était pas la totalité de l'album, mais je me souviens, il y avait un one-shot dans cet album-là, écrit par Claudia Gray. Et là, tout à coup, tu vois, même si c'était jeunesse, même si c'était chez Dark Horse, mais c'était beaucoup, beaucoup plus intéressant que la série des aventures. Donc, c'est vraiment... je sais pas. Écoute, probablement qu'ils en vendent. Probablement qu'ils en vendent pour maintenir Daniel Rose Order avec autant de... Mais regarde, juste là, on a deux avis, mais complètement opposés, quoi. Tu vois, là, pour moi, j'aime beaucoup ce que tu as montré, hein, c'est des très très bonnes petites mini-séries, mais je sais pas, j'accroche plus sur la principale que sur le monstre du type du pic, Temple Peak, là, c'était très sympathique, mais ça reste une petite à côté, voilà. Ouais. Et par contre, l'autre, tu vois, j'en ai quasiment aucun souvenir, à part que oui, il y avait des Nameless dans un vaisseau et un groupe de Jedi qui s'est des... Ouais, non, la mini, parce que dans le fond, c'était la terreur sans nom. Ah, voilà ça. Nameless Terror. Donc, la mini-série n'était pas extraordinaire, mais l'album contient un one-shot de Claudia Gray qui, lui, était très, très cool. Mais voilà, après, ça dépendra des affinités de chacun. Moi, je t'avoue que la relation, mais par contre, je suis complètement d'accord avec toi sur la relation Krix-Zin. C'était le point fort de la phase, des 3 tomes de la phase 1. Et c'est vrai que la relation Lula-Zin, c'est vrai que maintenant que tu mentionnes, j'aurais beaucoup aimé qu'on étende cette relation. Oui, cette relation distancielle, quoi. Et cette recherche en mode comme Bourri et Belle, tu vois, Belle qui se met en tête, non, Bourri encore vivant. Là, pareil, Lula, je la encore vivante, machin. Par exemple, que Lula reste méchante plus longtemps, tu vois, parce que ça finisse en rédemption, je sais pas. Ça, j'aurais bien aimé. Malgré ça, j'ai quand même bien aimé le fait que sur la fin, là, il te ramène ce fameux antagoniste Nihil, donc c'est un peu le sous-fifre de Boulan. On se rappelle, Boulan, c'est le chef scientifique principal. Puis tu as ce petit méchant secondaire qui vient de temps en temps dans les romans jeunesse, notamment. Et donc le revoir là, ça fait plaisir. Mais là, voilà, petite critique par contre sur la fin de ce tome-là. On te montre un gars avec des Nameless, donc il va tester sur des Jedi, des potentiels Jedi que nous sachons être Jedi. Et là, tu as cette fameuse scène où ils vont prendre Farzala, justement, et qu'ils vont l'amener face au Nameless. Et là, ça y est, là. C'est bon, il va y passer. Surtout que Farzala, encore une fois, c'est pas un personnage des plus importants. Non, tout le monde s'en fout. Donc ça aurait été parfait. Et là, je te montre la planche où il va se faire namelesser, quoi. Il va se faire husker. Et non, malheureusement, il en réchappe parce que le scientifique, il va utiliser des bébés nameless, donc peut-être moins puissants, mais quand même bien terrifiant. Hein, tu vois, tu as des bonnes images, des bons dessins. Ouais. Et, mais voilà, il est face à face au nameless, mais il va quand même y réchapper. Et il va pas mourir, quoi. Et ça, je trouve ça tellement dommage. Tu vois, Daniel Rose Order, il a quand même du mal à dire au revoir à ses personnages principaux parce que il aurait pu
mettent tellement de pathos, que ce soit pour la relation Zin-Lula, que pour notre empathie vis-à-vis de son groupe de Jedi qui nous a introduit dès la phase 1. Quoi. Donc dommage. Écoute, dommage peut-être qu'il n'y a pas eu le mémo, hein, parce que je pense que dès le départ, la création de la Haute République, c'était un peu le but, là, qu'il y ait du tragique, puis qu'il y ait des pertes. Et c'est vrai que je serais curieux qu'on me rappelle, qu'on me démontre qui, dans les personnages créés par Daniel Rose Holder, n'a pas survécu. Oui, c'est ça. Dommage. Là, on l'a vu. Vite comme ça, j'en trouve pas. Oui, dernièrement, le roman qu'on a chroniqué, là, Tears of the Nameless, là, t'as des morts trash, quoi. Dans même le jeunesse Beware of the Nameless, t'as des morts trash de personnages, peut-être pas principaux, mais secondaires, mais quand même, quoi, des bons sidekicks. Et c'est vrai que pour Daniel Rose Holder, est-ce que dans son roman, il avait tué il a dû tuer sûrement des personnages secondaires, mais tu vois, dans son groupe c'est l'occasion, quoi. C'est l'occasion d'amener du pathos, quand même. Enfin, les jeunes ont droit aussi à ce genre d'émotion, quoi. Enfin, je comprends pas. Dommage. Bref, écoute, je vois le temps qui file. On va aborder le côté graphique. Commençons avec le plus évident, Harvey Tolibao. Écoute, je l'avais dit à l'époque, donc je vais un petit peu me répéter, mais je vais aller vite. Moi, c'est un style, je reconnais qu'il y a énormément de travail sur les planches. Je ne sais pas si tu veux en montrer, là, que je le décris. Il y a énormément de travail, mais justement, personnellement, je trouve que c'est toujours le fouillis. J'ai du mal, par exemple, les scènes d'action, j'ai du mal à m'y retrouver, à comprendre qu'est-ce qui se passe. C'est ça, par exemple, il y a des cases de c'est où est Charlie, là, je veux dire. C'est vrai. Non, mais tu sais, c'est OK, je suis censé regarder quoi. Bon, je comprends que des fois, c'est tout simplement une planche de contemplation, ou etc. Mais c'est ça, là, ou d'ambiance, ou bon, mais c'est ça, j'ai beaucoup de mal avec son style graphique, même si je doute pas qu'il y en ait qui soient très fans, parce que c'est justement quelque chose d'assez unique un peu, là, ou bref, on le voit à l'écran, là, il y a du détail, puis plein de choses jolies, là, je pense entre autres au, comment on les appelle, là, la race du Grand Inquisiteur, là, du tapo, là. Ouais, du tapao. Sont vraiment cool. C'est pas laid, mais c'est ça. Je peux pas dire que j'aime. C'est ça. Pour moi, c'est trop bourré. C'est vraiment trop. Je vais tout de suite aborder quand même avant d'avoir ton avis là-dessus, mais le mix avec le dessinateur de flashback qui est tellement à un opposé de style. Mais une des choses très particulières, c'est que souvent les flashbacks vont être dans des cases séparées ou dans des pages séparées. Et là, cette fois-ci, sur la même page, sur la même case, on va dire, on a les deux ensemble. Parfois, on a carrément les personnages principaux qui discutent, qui se remémorent une scène, Zin et Lula, par exemple, et on voit le flashback derrière elle. Donc, au premier plan, tu as du Tolibao, et à l'arrière, tu as du... j'ai oublié le nom, là, mais... de l'autre dessinateur. C'est vraiment, je pense, c'est une des premières fois que je vois ça, là, vraiment. Là, ils sont venus mixer, là, puis chacun faisait sa partie de la page, on va dire. En tout cas, je suis curieux d'avoir ton avis. Je sais que tu appréciais plus le style de Tolibao que moi. Ah ouais, non, mais j'adore Tolibao, mais c'est, comme tu dis, c'est un style, hein, c'est vraiment, t'aimes ou t'aimes pas, quoi, direct, et on se rappelle, Vives avait beaucoup aimé, Aurélien Vives avait beaucoup aimé aussi, et je me rappelle, Tom est avec nous aussi, lui, il avait pas du tout aimé, il était plutôt de ton avis, donc c'est vraiment, tu t'aimes ou pas. Donc là, je te dis, très content de le retrouver, parce que moi, Tony Bruno, il m'avait beaucoup déçu, c'est pour ça que la phase 2, ça aurait pu être stylé avec une Save Morgan, Save, on va l'appeler, ultra stylé, mais sous le trait de Tolibao, ça manquait de pêche. Et là, je t'avoue que niveau pêche, Tolibao, voilà, il envoie, quoi. On l'avait dit déjà pour la phase 1, il adore dessiner les cheveux, là, les cheveux de Lula, le Lula, non seulement de Lula, de Zin surtout, et des Mikiens, quoi. Ils ont mis un groupe de Mikiens entier dans tout le premier arc, où il se fait plaisir avec les cheveux, et non seulement, alors... Lula, on la retrouve avec une coupe de cheveux relativement facile, on va dire. Là, c'est un afro, mais intense. Là. Et voilà, dès qu'elle se retrouve, donc Lula, il y a même une case qui la montre en train de se refaire les cheveux. Et voilà, une afro, mais énorme, du coup, à dessiner. Mais il a dit, ouais, mais vas-y, mets-moi une afro, j'ai envie de dessiner une afro. Ouais. Ça, le notolien, c'est ouf, quoi. Il adore dessiner les cheveux, Tolibao, j'adore. Alors, je t'avoue que, du coup, le 2 a été décevant parce qu'on commence le numéro avec le flashback et
Alors, c'est pas moche, à moi, Nick, il s'appelle Nick Brokenshire, il a un style à lui, un style très jeunesse qui correspond très bien au truc, il n'y a pas de souci. Le fait que ce soit des flashbacks, moi, ça me va. Par contre, tu vois la splash page où tu vois Starlight Bacon qui est craché là, ça a quand même un petit effet, tu vois, c'est quand même pas mal. Par contre, j'ai l'impression, alors je sais pas si c'est ma copie qui est comme ça, mais une espèce d'effet blanchâtre, tu sais, sur ces flashbacks. Alors, est-ce que c'est parce que ce sont des Ouais, flashbacks? Palotte, là, ouais. Ben, ça, Un peu palote, ouais. évidemment, c'est la coloriste plus, mais évidemment Ouais, que c'est ouais, voulu, là. ouais, c'est un peu, ouais, voilà, c'est une espèce de filtre par-dessus, là, je sais pas, c'est Ouais, un peu comme bizarre. sépia un peu. Voilà, alors c'est peut-être voulu pour donner un effet flashback, ok, dommage, quoi, parce que la couleur pour les dessins de Ouais. Tolibao, et pas que, hein, les dessins de la dernière dessinatrice, on le verra, pareil, ils sont très très colorés, très très jeunesse, moi ça me fait plaisir. Donc c'était les dessins comment elle s'appelle, Elisa Romboli. J'aime beaucoup aussi, c'est un style complètement différent de Tolibao, malheureusement, Ouais. donc ça pêche un peu, hein, ça. Mais je trouve que ça reste correct, tu vois, pour du jeunesse, c'est très coloré, encore une fois. J'aime Ouais, beaucoup le design je du suis troll. d'accord. Pour celle-là, tu vois, je suis parfaitement d'accord avec toi. Ouais. Dans un sens, j'ai presque préféré ce changement de dessinateur-là. Ouais. Mais c'est vrai qu'il y a certains raccourcis à des endroits. Tu vois que c'est dessiné rapidement un petit peu, là, certains visages, des choses comme ça, mais globalement, j'ai quand même bien aimé son travail. C'est pour ça que je serais Elisa Romboli, là. Je serais quand même, j'apprécierais qu'on l'ait sur soit d'autres séries ou d'autres numéros, surtout pour du jeunesse. Mais n'empêche, regarde, tu montrais à l'écran le Nameless. C'est quand même de toute beauté. Ah, c'est superbe. Ouais, elle a nail le Nameless, hein. C'est des petits Nameless, là. Ils ont un style vraiment effrayant au possible. C'est génial, quoi. Génial. Non, vraiment, du très bon dessin en jeunesse. Ça colle très, très bien. Après, je t'avouerai que, voilà, comme quand tu es fan de Tolibao, c'est un peu dommage, mais c'est pas grave. Ça reste ouais, ben c'est ça. Mais à un moment donné, s'il faut le remplacer, il faut le remplacer par quelqu'un. Et bon, reste à voir par qui. Sinon, écoute, au-delà des dessins, je ne sais pas si c'est une critique, mais je l'ai déjà fait dans d'autres numéros, puis là, j'en ai les exemples. Puis je ne sais pas s'il faut attribuer ça au dessinateur, qui était le même au tout départ de la série, de Tolibao, ou à Daniel Roseholder, parce que c'est quand même lui qui dit au dessinateur, bon, mon personnage, il a l'air de ci, il a l'air de ça, il a tel âge, tout ça. Mais tu sais, quand je te disais, chronologiquement, là, ça me met pas. Cette série-là, là, on est 1 an seulement après le début. Et regarde, je vais essayer de me mettre en plus grand, là, mais quand je disais, là, au tout début, c'est des enfants. Là. Oui, regardez les personnages. Là. Alors que là, écoute, on voyait des images depuis tout à l'heure. Là, je m'excuse, c'est des adultes de début vingtaine, pratiquement. Ah, moi, je dirais plus teenager, quoi. Mais ça, je suis d'accord. Écoute, ouais, en tout cas, disons entre les deux, mais n'empêche, là, pour 1 an, là, ne serait-ce que physiquement, les visages, les têtes, tout a évolué, mais à une vitesse, mais complètement folle. Ça fait chronologiquement, je suis désolé, mais ça colle pas. Évidemment, je ne veux pas me mettre le blâme sur le dessinateur, je me dis ça n'a pas le choix de venir de l'auteur, mais en tout cas, bref. Oui, non, mais je suis complètement d'accord. Ça, c'est un des points négatifs que j'avais noté, notamment. Plus niveau scénario, je t'avouerai que dessin, parce que c'est comme tu dis, c'est Holder qui gère ça. Notamment, un autre exemple, c'est Kort, le personnage de Kort, qui au départ, c'est pratiquement un enfant plus petit que tout le monde, avec son espèce de tête de crabe sur la tête. Et maintenant, là, si je remonte les images là, à l'écran, je veux dire, c'est plus un enfant. C'est plus 5-6 ans qui s'est déroulé entre les deux phases. Ouais, c'est ça. Fait que je sais pas, peut-être qu'il n'était pas au courant de la chronologie, mais bon. Non, ça c'est une question, vraiment, pareil, je me suis posé exactement la même question, c'est dommage. Moi, tu vois, j'aurais préféré qu'ils commencent avec des personnages un peu plus âgés comme ceux-là. Moi, je préfère ces personnages-là, plutôt que les très très jeunes enfants qui font des trucs de malades quand même dans les premiers tomes de la phase 1. C'est vrai. Donc, mais bon, c'est vrai que c'est un problème de chronologie, il n'y a pas de souci. Excellent. Sinon, il y a les couvertures qu'on n'a pas abordées. Ben, écoute, pour les principales, c'est du Tolibao aussi. Il y a quand même des très belles petites pépites. Mieux, je trouve, que sur d'autres... par exemple, la phase 1. Donc, tu vois, déjà, quand c'est le ciel derrière, on dirait que ça fait moins chargé un peu. Mais il y a quand même du très joli. Puis évidemment, les designs qui ont créé le casque de Lula là, rouge. Bon, c'est ça, la scène d'action ici avec son maître.
effectivement, on voit que ça vient par exemple, aussi d'idées manga et compagnie, là, avec le sabre très, très japonais du maître. Je me souviens plus son nom, c'est Kantam. Kantam, yeah, parce qu'il me fait penser à Kalkatam un petit peu là, de Jedi Knight, mais ouais, Kantam. Puis, même chose côté des Nameless. Écoute, là aussi, il se lâche lousse, comme on dit, là, Tolibao. Donc, c'est ça. Et Bucket of Blood, prisonnier de la prison, Neil. Super. Donc, c'est ça. Écoute, je pense qu'il y avait quand même l'embarras du choix pour quoi choisir en couverture puis tout ça. Ouais. Sinon, je pense que tu nous avais sélectionné des variantes. Oui, voilà, quelques variantes. Alors, grosse déception aussi pour le tome VO, et on verra en VF ce qu'ils vont proposer. Mais en VO, ils te proposent une galerie de, comment ils appellent ça, regarde, là, je te la montre, une cover galerie, hein, donc super, en fin de tome, génial. Donc tu commences, voilà, donc des variantes cover, ma foi, relativement sympathique, avec un style totalement différent, effectivement, mais là, tu vois, c'est Joe Mi-Gion qui a... c'est le principe des variantes. Voilà, donc c'est très joli, hein. T'en as une là, t'en as une deuxième là, bon, peut-être un peu moins marquante avec la fameuse chanteuse Svin, tout ça, et puis la fameuse détective, voilà. Et puis tu tournes, et puis c'est la fin du tome, voilà. T'en as que 2, gros coup de gueule, alors plus Marvel que Panini, là. C'est quoi cette cover galerie avec 2 covers, sans déconner, mais non, mais les gars, surtout que, voilà ce qu'il y avait en variante cover qu'ils auraient pu mettre. Bon, c'est là, c'est une variante cover comme un autre, elle n'est pas ouf, mais tu avais des variantes cover de Tolibao, qui a fait des variantes cover aussi, donc le gars, il n'arrête pas. Hein. Et tu avais aussi l'autre artiste du nom de Sarush Barazesh. Désolé pour la prononciation, qui nous a fait, donc c'est magnifique, là c'est lui, là. Donc c'est pas Tolibao, hein. C'est un petit style Tolibao quand même, mais c'est pas lui. C'est un deuxième dessinateur qui a fait ces deux-là, et ces deux-là sont superbes. Donc tu les mets en cover gallery, dans ta cover de galerie. C'est quoi une cover gallery de 2 pages, sans déconner? Jean n'a pas digéré du tout. Ah ouais, non mais là j'ai halluciné quoi. Donc dommage, gros coup de gueule Marvel pour ça. Autant rien mettre hein, pour mettre ça. Ou alors on les mettait en 4, là, en petit, la bouffette, de temps en temps. Moi, c'est au moins. Je m'en veux parce que j'ai oublié de mentionner tout à l'heure, on a parlé du roman, là, Horizon Funèbre, tout ça. Mais il faut avouer que j'ai l'impression que quand même la majorité du lectorat de cette série-là n'auront pas lu le roman. Donc, j'ai ça aussi, là, parce que dans le fond, la couverture, tu m'as montré de la variante là, où est-ce qu'on voit Zine et l'autre chanteuse, là, la chanteuse pop qui vient du roman, justement, là, Horizon Funèbre. Ben justement, pourquoi Zine est devenue une chanteuse pop? Bon, je comprends que c'est très, très succinctement expliqué là, quand même à la première page, là, mais je veux dire, c'est ça, là, tu finis si tu te limites à la série de comics, il faut avouer que t'es perdu. C'est vraiment là. Encore une fois, tu te dis un an, il s'est passé tout ce que tu veux en un an. Donc en un an, la nana, elle est. Ouais. Je sais pas. Pour moi, tu te dis il y a un an qui se passe, tout peut se passer. Donc si tu n'as pas lu le roman, bon, je sais pas. Dites-nous en commentaire ce que vous pensez si vous étiez perdu sans avoir lu le roman ou pas. Exact. Fait qu'écoute, Jean, sur ça, tu mettrais quelle note? Tu t'avais donné à peu près quelle note à la première phase? Alors, la première phase, j'avais beaucoup aimé le premier tome avec un bon 17, un peu moins les autres, mais quand même pas mal, avec 15-16, tu vois. Mais en phase 2, ça m'avait beaucoup déçu, notamment au niveau des dessins, donc j'étais plus descendu vers les 14, 14,5 pour les tomes avec Tony Bruno. Là, tu vois, ça m'a fait plaisir de retrouver du bon Harvey Tolibao, bien gras, quoi. Et, attends, je l'ai pas dit aussi, mais la fin, la toute fin, la conclusion du tome m'a aussi grandement déçu. C'est anticlimatique au possible, c'est c'est une proposition en mariage, limite, tu vois. Et ultra verbeuse. Encore une fois, tu as des bulles en pagaille, tu es là, mais c'est bon, arrêtez, le tome, il est fini, c'est bon, vous êtes retrouvés, proposé en mariage, mais ça parle. Et je trouve ça dommage pour une conclusion de tome, c'était pas fou. Donc, je ne mettrai pas autant que le 17 du tome 1 de la phase 1, mais j'ai quand même beaucoup aimé, donc je mettrai un bon 16, tu vois, un bon 16. Si vous êtes accroché au personnage, moi, je vous conseille de continuer l'aventure, c'était quand même bien sympathique. Et évidemment, à conseiller, si vous avez lu les 3 tomes de la phase 1. Commencez par les tomes de la phase 1 d'abord, avant de continuer avec celui-là. C'est un peu le tome 4, on va dire, de la Haute République, les aventures. Là. Oui, effectivement, là, parce que l'interlude de 150 ans avant, au final, n'apporte pratiquement rien. Là.
à cette histoire globale-là. Écoute, moi, de mon côté, je vais être très éloigné de toi. Écoute, je jongle depuis le début. Là. Je me demandais est-ce que Jean va réussir à remonter ma note un peu. Mais écoute, moi, je suis dans du 7 sur 20, là, donc du 35%. Évidemment, mon appréciation de Tolibao joue un peu là-dessus. Comme je disais, ça se rattrape un petit peu à la fin, mais tu sais, c'est ça. Évidemment, si tu aimes beaucoup le dessinateur, moi, je ne l'aime pas du tout, en tout cas pour l'intérieur là, des comics, comme je disais. Donc, voilà. Déception, c'était vraiment une déception. Honnêtement, là, quand la série a commencé, comme je disais, en VO, j'étais vraiment déçu dès le premier numéro. Je continue de les lire, mais tu sais, à reculons. Là, par exemple, j'ai eu un petit espoir plus récemment, là, une fois qu'on a retrouvé Ram, donc personnage que j'aime beaucoup plus. Il y a des liens aussi avec les romans jeunesse, là, bref, parce qu'on va avoir... on retourne sur Valo, là, fait que bref, c'est ça. Ça, tu vois, je trouve ça plus intéressant. beaucoup plus intéressant. Fait que voilà, et puis c'est ça. Des occasions manquées, des gâchis, comme on en a expliqué quelques-unes. Là. Oui, ben, garder des personnages morts, quand même, c'est le minimum, quoi, je sais pas. Oui, ou tu sais, c'est ça, tant qu'à avoir cette romance-là, puis cette occasion-là de personnages un peu perdus, qui a perdu l'amour de sa vie, juste au moment où elle a réalisé que c'était l'amour de sa vie. Mais non, c'est ça, le premier numéro, bang, elle est revenue. Ouais. Tu sais, même Bucket of Blood, c'est bouquet de sang là, en français, la traduction. Écoute, personnage très cool, mais pourquoi le ramener tout de suite? Je veux dire, ça aurait été, tu sais, c'est ça, peut-être au 10e numéro, tout à coup, le retrouver, là, ça aurait frappé. Là, tu sais, là on aurait vraiment, OK, oui, avec quelques flashbacks de temps en temps, tu sais, pour nous rappeler qu'il est mort, tu sais, puis là, finalement, on le retrouve. Mais non. C'est pas le point fort d'Holder. Hein. Le côté émotionnel, c'est pas son point fort. On se répète, écoute. Fait que voilà pour. Est-ce que le tome 2, le tome 2 de la phase 2, de la phase 3 te botte quand même ou non? Tu iras en reculant? J'y vais de plus en plus à reculons, mais bon, évidemment, quand les albums sortent en français, j'ai déjà lu beaucoup plus loin en anglais. Donc évidemment, là, comme je disais, il va y avoir quelques bonnes idées par la suite. Là. Mais c'est ça comme retour, là, comme. En plus, c'est ça par rapport, parce que rappelons qu'en parallèle, tu as la série de comics normale du côté de chez Marvel. Ça va probablement être notre prochaine critique d'ailleurs là, en comics. Mais tu as aussi le roman, vraiment excellent roman, L'œil des Nihil de George Mann. Fait que c'est ça, tu as quand même des choses très intéressantes. Et du côté de Daniel Roseholder, il nous donne ça. Je suis désolé. Non, c'est vrai. Pour moi, c'est pas à la hauteur. Pas à la hauteur du tout. Pas d'accord. La romance, si vous aimez l'amour, faites-nous ça. Comme si tout tournait autour de... Non. En tout cas, on a exprimé notre opinion, on n'est pas vraiment... Exact. Donc, excellent, Jean. Écoute, justement, je te demandais, on a déjà dit que le prochain comic, ça devrait être celui de la Haute République, là, version adulte, entre guillemets, là, du côté de chez Marvel. On a quoi d'autre qui s'en vient? Eh bien, en roman, tu l'as mentionné en début d'émission, donc ça va être la critique de The Glass Abyss, Mace Windu, en compagnie de Julian. Mais par contre, en quoi de neuf, en Star Wars, là, en direct, hors littérature, on a une pléthore d'émissions à vous proposer, notamment un épisode musique qui arrive très bientôt là sur le documentaire Music by John Williams. Donc, c'est un documentaire disponible sur Disney+, si je dis pas de bêtises. Oui, exact. Ouais, donc voilà. Donc, Odd et Fred vont nous faire un retour sur ce documentaire-là. Qu'est-ce que nous avions oui, sûrement les critiques de la prochaine série à venir, Star Wars, donc Skeleton Crew, qui commencera sa diffusion fin novembre, et donc nos émissions qui enchaîneront. Je crois que c'est de suite après l'émission. L'épisode sera diffusé un mercredi. Je pense que notre émission sera live. Il va y avoir beaucoup de Star Wars en direct dans les prochaines semaines. Là. Évidemment, quand il y a des séries télé en parallèle de plein de sorties, comics et romans, c'est ça. Plus une émission Noël sûrement sur les idées cadeaux de Noël. Une tradition annuelle. Voilà, donc pas mal d'émissions. Et peut-être des émissions surprises comme les Quoi de Neuf qui arrivent comme ça, qui pop de temps en temps. Oui, quand il y a des nouvelles, évidemment. Voilà. Beaucoup de Star excellent. Écoutez, voilà qui conclut pour aujourd'hui. C'est sûr, c'est quand même une bonne critique. On vous remercie de votre écoute. Et évidemment, on va vous demander, comme à l'habitude, les pouces, les partages, les commentaires, justement, que ce soit, évidemment, sur YouTube, c'est là que ça a le plus d'impact côté algorithme et compagnie, mais venez discuter aussi avec nous
Par exemple, sur Discord, c'est très, très cool. On est aussi depuis le tout début, en fait, là, mais là, c'est tout à coup depuis l'élection de Trump et de Elon Musk. Il y a un mouvement vers Blue Sky, là, des gens qui sont fâchés contre Elon Musk. Donc, écoute, ben, tant mieux si vous êtes sur Blue Sky. Rejoignez notre, je sais même pas comment il faut le dire, notre page, notre Blue Sky, ouais. Je n'ai aucune idée. Je ne connais pas vraiment Blue Sky. Ce que je sais, c'est que Star Wars en direct est dessus depuis presque le tout début. Donc, voilà. Donc, écoutez, de la part de toute l'équipe, merci d'avoir été à l'écoute de Star Wars en direct, la voix du fandom Star Wars, et que la force soit avec vous. Bye tout le monde!